Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exo de Colle, aujourd'hui numéro 139. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice d'algèbre linéaire qui va mettre en lumière une caractérisation du fait que deux matrices admettent une valeur propre commune via un calcul matriciel, l'énoncé précis du jour. Et le suivant, soit n un entier naturel non nul, A et B deux matrices dans Mn de C, on aimerait alors montrer que les assertions suivantes sont équivalentes. D'une part, le fait que A et B admettent une valeur propre commune, et d'autre part, le fait qu'il existe une matrice dont Mn de C non nulle qui satisfasse à l'égalité que vous voyez ici. Bon, première chose que je dois dire, c'est le niveau de cet exercice. Cet exercice peut plutôt s'attaquer en deuxième année de classe préparatoire. Il est bon d'avoir des outils assez évolués de deuxième année de classe préparatoire autour de la réduction, donc réduction d'applications linéaires, d'endomorphisme, de matrices. Donc d'une part, il va falloir utiliser des outils de ce genre-là, mais également faire appel à quelques outils d'algèbre un peu plus général. Donc c'est pour ça que je préconise d'attaquer cet exercice plutôt en deuxième année de classe préparatoire. Je pense qu'il n'est pas impossible de l'attaquer en première année de classe préparatoire, mais j'ai bien peur qu'en première année de classe préparatoire, on manque d'outils pour pouvoir vraiment prétendre à amener une résolution complète de cet exercice. Donc plutôt de la deuxième année de classe préparatoire que de la première année. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que cet exercice, c'est tiré d'un sujet concours d'agrégation. Donc c'était le sujet d'agrégation spécial docteur en mathématiques 2021, si je ne m'abuse. Et il me semble que c'était le deuxième exercice de ce sujet. Donc très joli exercice au passage. Bon, c'est pas la première fois que je propose un exercice qui vient d'un sujet concours, hein, et à chaque fois que ça venait d'un sujet concours, j'en parlais. D'ailleurs, chose un peu rigolote, ça serait marrant de voir une statistique concernant les exercices que j'ai proposés sur la chaîne et qui venaient soit d'un sujet concours, soit d'un bouquin. Je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui sont inspirés de soit des sujets concours, soit des bouquins. Et je pense que c'est tout à fait normal. Mais je serais curieux de voir quand même d'un peu plus près la statistique, parce que bon, bah, il y a quand même eu, d'autres exercices que j'ai un peu inventés de moi-même, bah, j'aimerais bien, un peu comparer tout ça, entre les exercices que j'ai inventés par moi-même et les exercices que j'ai pu tirer de bouquins ou, d'anciens sujets, bon, de concours. Après, il y a bien sûr des exercices que j'ai pu garder dans un coin parce que je les ai eus en colle ou des trucs comme ça. Mais voilà, j'aimerais bien essayer de faire une petite statistique, autour de ça, peut-être à préparer pour une future vidéo. Bref, ceci étant dit, la dernière chose que je voulais dire, c'est, cet exercice, je suis tombé dessus en, aidant un élève à se préparer pour l'agrégation interne. Donc, Sébastien, si un jour tu vois cette vidéo, elle est pour toi. Et à vrai dire, c'est arrivé aussi à plusieurs reprises que je tombe sur des exercices. Alors des fois, c'est des exercices que j'avais aussi, dans, ma grosse banque d'exercices papier, que j'ai chez moi, et que j'ai pas beaucoup l'occasion de feuilleter en fait. Et à chaque fois que je le feuillette, j'ai, l'impression de redécouvrir des exercices, que j'avais pas vus depuis, hyper longtemps. C'est quand même chouette cette sensation, mais bon, bah, ce sont les causes du fait d'avoir une énorme banque d'exercices. Et du coup, bah, il y a des exercices qu'on oublie un tout petit peu, bon, pas entièrement, mais qu'on oublie un tout petit peu, et quand on retombe dessus, on est heureux de retomber dessus. Bon là, il se trouve que c'est un exercice sur lequel je suis jamais vraiment tombé. En tout cas, de mémoire, j'ai jamais vraiment vérifié si cet exercice c'est un exercice qui était dans l'exercice que j'avais déjà mis de côté. Mais bref, je voulais juste surtout souligner le fait que c'est chouette encore de donner des cours particuliers à des élèves qui préparent ce type de concours, que ce soit l'agrégation ou que ce soit les classes préparatoires. J'ai pas encore eu l'occasion de donner des cours à quelqu'un qui voulait préparer le CAPES. Mais bon, peut-être qu'un jour ça viendra, hein, j'en doute pas. Mais voilà, c'est l'occasion en fait à travers ces enseignements, de tomber sur des exercices, qui, permettent de mettre un peu de sang neuf, dans, les choses que j'ai l'habitude de manipuler. Et donc bah, cet exercice m'a remis un peu de sang neuf, je pense. Bon, c'est pas le seul, dans la chaîne en tout cas qui m'a mis du sang neuf, mais je tenais à le souligner parce que ça arrive assez souvent quand même que, à travers les cours que je donne, bah, voilà, il y a des élèves qui sont investis, un maximum pour se préparer à ces concours et qui, n'hésitent pas à aller, feuilleter, des bouquins ou aller, chercher à travers des sujets concours, des exercices qui leur permettent d'apprendre, de réapprendre des mécanismes importants et aussi de s'entraîner. Et donc bah, voilà, je suis très heureux de proposer cet exercice grâce au fait que je l'ai découvert, peut-être redécouvert, mais en tout cas découvert, grâce à des cours que j'ai pu donner, et donc là notamment à Sébastien qui, j'espère se reconnaîtra.
Est-ce que j'ai d'autres choses à dire concernant cet exercice? Bah non, je pense pas. Donc je vais vous inviter dès maintenant à faire une pause sur la vidéo avant que je vous donne d'abord une indication pour essayer de résoudre l'exercice. Puis ensuite, je vous donnerai la résolution complète de cet exercice. Donc voilà, n'hésitez pas à faire une pause pour essayer de l'attaquer par vous-même avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Alors, je ne vais pas vous donner un plan de résolution, comme je l'ai dit juste il y a quelques instants. Je vais surtout vous donner des indications qui vous permettront peut-être de débloquer des choses si, à tout hasard, vous avez du mal à voir dans quelle direction aller pour résoudre cet exercice. Alors, pour démontrer que 1 implique 2, l'indication que je vais vous donner, c'est la suivante. Les valeurs propres de A, en fait, ce sont aussi les valeurs propres de la transposée de A. Et donc, il va falloir, grâce à ce fait-là, construire une matrice M via des vecteurs propres pour la même valeur propre, parce qu'on suppose qu'ils ont la même valeur propre, via des vecteurs propres de la transposée de A et de B. Voilà. Et donc ça doit être des vecteurs propres pour la même valeur propre, je pense que cela va sans dire. Donc voilà, ça c'est pour démontrer le fait que 1 implique 2. Pour démontrer le fait que 2 implique 1, l'indication que je vais vous donner, ça va être la suivante. Que dire des polynômes caractéristiques qui A et qui B si 1 survient? Et je vais quand même souligner le fait qu'on travaille dans C. Ça a son importance ici. Et puis, une fois que vous avez noté une façon d'interpréter le fait que A et B ont une valeur propre commune via les polynômes caractéristiques, eh bien, il faut utiliser cette caractérisation et lancer une preuve par contradiction. Voilà mon indication pour montrer que 2 implique 1. Donc voilà, je pense vous avoir donné les clés pour essayer de résoudre l'exercice, sans trop vous dire davantage, parce que bon, bien sûr, j'aimerais vous laisser encore la possibilité de bien réfléchir à ces exercices-là. Sachez que, grosso modo, les indications que je viens de donner, ça correspond aux sous-questions qui étaient proposées dans le sujet concours. Voilà, je pense que avec ces sous-questions, je ne donne pas plus d'indices sur comment il faut se lancer dans la résolution. Je pense qu'avec ça, vous avez ce qu'il vous faut pour essayer de raisonner un peu plus par vous-même et amener au résultat qu'il faut. Voilà. Après, bien sûr, je le répète, si je ne l'ai pas déjà dit, il n'est pas impossible, de toute façon je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, voilà, il n'est pas impossible que vous trouviez une autre résolution que celle que je vais proposer aujourd'hui, et je serai très heureux de discuter avec vous en commentaire, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire si tel est le cas, d'autres résolutions possibles, c'est toujours chouette de discuter maths de toute façon. Donc voilà, là je vous propose une résolution qui passe à travers ce genre de questions et qui vient notamment des questions qui sont posées dans le sujet concours dont est tiré cet exercice. Bon, je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à dire avant que je commence à radoter. Je vais vous inviter à nouveau à faire une pause sur la vidéo pour maintenant résoudre l'exercice avec ces indications supplémentaires avant que je ne fasse la résolution moi-même. Ok, j'espère que vous aurez essayé. On est parti. Et donc je vais commencer par démontrer en effet que 1 implique 2. Je pense que c'était le sens. Alors à vrai dire, les deux sens ne sont pas évidents, mais à choisir, je pense que c'est le sens le plus facile. Surtout avec l'indication que j'ai donnée. Alors, juste petite parenthèse, pourquoi en effet les valeurs propres de A, c'est égal aux valeurs propres de la transposée de A? Eh bien ça vient tout simplement du fait que pour n'importe quelle matrice N, dans Mn de C, vous avez le déterminant de N qui est égal au déterminant de la transposée de N. Je ne me lance pas à réécrire la preuve. La preuve, elle passe à travers la formule explicite du déterminant, donc la fameuse formule qui vous dit que ce truc-là, c'est la somme parmi toutes les permutations. Je vais l'écrire parce que je sais que beaucoup d'entre vous l'oublient.
Donc la somme parmi toutes les permutations de Sn de la signature de la permutation fois le produit des coefficients, je vais y arriver, n, je veux l'appeler, ouais, n c'est peut-être pas un bon choix en fait. Je vais mettre grand N I sigma I, pour I allant de 1 à n. Voilà, donc on utilise la formule théorique et il faut se rendre compte qu'en fait, utiliser la transposition, ça amène à faire des permutations sur les coefficients. Et la permutation sur les coefficients, vous allez pouvoir la retranscrire en un changement de variable dans la somme. Et ce changement de variable, ça va juste faire une espèce de multiplication sur votre permutation de départ. Donc vous allez en fait composer par une autre permutation votre permutation de départ. Et donc par un changement d'indice, ça ne change absolument rien finalement au calcul qui va s'en suivre. Et donc on conclut. Voilà. Pour la faire courte, l'idée elle est là. Voilà. Si vous voulez revoir les détails, je pense que vous pourriez même refaire l'exercice par vous-même. Mais voilà une preuve assez sympathique du fait qu'en effet, le déterminant de n est égal au déterminant de sa transposée. Et à cause de ça, le polynôme, si je m'amuse à refaire la même chose sur le polynôme caractéristique, le polynôme caractéristique de n, c'est égal au polynôme caractéristique de la transposée de n. Voilà. Et donc, à cause de ce fait-là, on a en effet le fait que les valeurs propres de A, c'est égal aux valeurs propres de la transposée de A. Donc ça, c'est qui va dire que le spectre de n, c'est égal au spectre de la transposée de n. Bon, je peux parler de spectre puisqu'on est en dimension finie. J'ai déjà discuté de ça, sur le fait que notion de valeur propre spectrale, c'est pas tout à fait les valeurs propres si on n'est pas en dimension finie. Là, comme on est en dimension finie, tout va bien. Bon, maintenant qu'on sait ça, alors il faut utiliser, c'est l'indication qui nous le donne, il faut utiliser un vecteur propre de la transposée de A et un vecteur propre de B, puis avec ces vecteurs propres, construire une matrice M qui soit adéquate. Donc, c'est parti, je vais prendre donc lambda valeur propre commune, puisque c'est l'hypothèse de A et de B. Donc de transposer de A et de B, mais on sait que c'est aussi une valeur propre de A. Et donc, je vais considérer X un vecteur propre de transposé de A, qui est donc non nul, par définition de vecteur propre. Et puis Y, pareil, un vecteur propre, donc un vecteur non nul, de B. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que transposé de A fois X, c'est égal à lambda X. Et ça veut dire aussi que B fois Y, c'est égal à lambda Y. Très bien, et maintenant, cette égalité-là, je peux la changer en appliquant la transposition sur toute l'égalité. Parce que j'aimerais bien me ramener à une égalité qui fait intervenir A, plutôt que la transposée de A, pour pouvoir peut-être plus facilement voir quel genre de matrice il va falloir construire. Et donc, si je transpose mon égalité, je me retrouve avec transposée de X fois A, qui va être égal à lambda fois la transposée de X. Et vous constatez en effet une multiplication dans un certain sens d'un vecteur par rapport à A, et puis de l'autre côté aussi une multiplication dans un certain sens d'un certain vecteur par rapport à B, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Donc c'est-à-dire dans le sens qui est plus ou moins demandé vis-à-vis de la matrice M. Alors ce qui semble être une très bonne idée, c'est de se dire je vais prendre cette égalité-là et la multiplier par Y dans le bon sens. Et cette égalité-là, je vais la multiplier par transposée de X également dans le bon sens. Et donc, la matrice qui a l'air de se dessiner, ça va être la matrice Y fois transposée de X. Alors, on va déjà vérifier par le calcul que tout marche bien. Donc, si je m'amuse à regarder maintenant M fois A, je me retrouve avec Y transposé de X fois A. Par associativité, c'est la même chose que de regarder ça. Et du coup, là, j'ai bien le lambda fois transposé de X qui va sortir. Et ce lambda, je peux le ressortir de tout le monde. Donc, je me retrouve avec ça. De l'autre côté, si je fais B fois M, pareil, je vais avoir B fois Y fois transposé de X. Et par associativité, je peux faire B fois Y, puis le tout fois transposé de X, et donc conclure qu'on a bien lambda fois Y fois transposé de X. Et donc on a obtenu deux fois la même chose. Dernière chose qu'il faut que je vérifie, c'est que ma matrice M est non nulle. Et pourquoi ma matrice M est non nulle? Il faut regarder la tête qu'a ma matrice ici. Et bien ma matrice ici, ça a la forme suivante. Ça va être le produit des YI, XJ, avec le tour des I et des J dans un N.
Donc la tête de ma matrice, c'est ça, mais j'oublie pas que mes deux vecteurs sont non nuls. Donc ça veut dire qu'il y a au moins un des i qui est non nul et au moins un des j qui est non nul. Bon, bah, en partant de ça, on peut constater alors que la matrice qui est ici est en effet non nulle, puisqu'il y a forcément un des produits qui est ici qui va être non nul. En constatant aussi le fait qu'on utilise l'intégrité du corps, hein, donc des nombres complexes, le produit de deux nombres non nuls, ça sera non nul. Voilà, donc c'est terminé. On vient de démontrer que 1 implique 2. Parfait. N'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo si vous avez besoin de prendre un peu de temps pour voir le détail de la résolution. Si vous avez besoin de faire demi-tour, c'est aussi fait pour ça, le support vidéo. Donc n'hésitez pas à utiliser tous ces outils. C'est fait pour ça. Alors maintenant, je vais vous démontrer que 2 implique 1. Hop. Et donc l'indication que je vous ai donnée, c'était de dire, d'essayer de trouver ce qu'on peut dire sur qui A et qui B si 1 est satisfait. Et puis, une fois qu'on a ça, essayer d'amener à une preuve par contradiction. Alors qu'est-ce que ça veut dire que A et B ont une valeur propre commune? Vous pourriez me dire, ça voudrait dire vis-à-vis de qui A et qui B que lambda est une racine commune. Ce qui n'est pas faux. Très bien. De qui A et qui B, pardon, pas de A et B, c'est de qui A et de qui B. Ce qui n'est pas faux. Et du coup, le fait que lambda soit racine commune, ça veut dire qu'il y a x moins lambda qui est en facteur de qui A, et il y a x moins lambda aussi qui est en facteur de qui B. Donc ça équivaut à dire, finalement, si je vois ça d'un point de vue divisibilité, ça veut dire que qui A et qui B ne sont pas premiers entre eux. Donc il existe lambda. Voilà. Et donc qui A PGCD avec qui B, c'est pas égal à 1. Et c'est bien équivalent, puisque là, c'est vrai que là, cette équivalence-là, vous pouvez vous poser des questions. D'accord? Parce que dans le sens direct, c'est assez évident, mais dans l'autre sens, c'est beaucoup moins évident. Et en fait, ce qui va permettre de rendre les choses évidentes, c'est que grâce au fait que vous travaillez dans C, les polynômes sont scindés. Bah ouais, théorème fondamental de l'algèbre, ou plus connu sous le nom de d'Alembert-Gauss. Donc c'est ça qui explique pourquoi ça marche dans ce sens-là. D'accord? Dans le sens direct, ça va, hein, tout ce que j'ai dit là pourrait tout s'écrire dans le sens direct, mais pour aller dans l'autre sens, partir de ça et montrer que A et B ont une valeur propre commune, eh bien ça vient du fait que les polynômes vont être scindés, et comme les polynômes sont scindés, on va forcément avoir un facteur irréductible qui va être commun à ces deux polynômes, et ce facteur irréductible, c'est forcément de la forme x moins lambda. Voilà, et donc ça permet de remontrer qu'en effet, il y a lambda une valeur propre commune, enfin une racine commune, etc., etc. Parce que là, justement, le problème, c'est de remonter pour avoir une racine commune. C'est surtout ça le gros problème, c'est de remonter pour avoir une racine commune, et il se trouve que là, on peut remonter. Il n'y a pas de problème grâce au fait qu'on a d'Alembert-Gauss. D'ailleurs, d'Alembert-Gauss, c'est un exercice qu'on a déjà traité sur la chaîne. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse de jeter un coup d'œil à une preuve possible de d'Alembert-Gauss. Probablement qu'on discutera d'autres preuves de d'Alembert-Gauss par le futur dans des numéros compléments. Bref. Ceci étant dit, eh bien, je vais chercher à faire une démonstration par l'absurde. Et donc, ce que je vais faire, c'est que on a 2, et supposons, par l'absurde, que qui A et qui B sont premiers entre eux. Et là, il y a un réflexe hyper important en arithmétique, c'est dès qu'on voit deux trucs qui sont premiers entre eux, eh bien, on cherche à utiliser Bézout. Voilà, eh bien, j'utilise Bézout, donc ça équivaut à dire qu'il existe U et V deux polynômes, donc U et V, je pense que c'est des bons choix, hein. U et V deux polynômes dans C crochet X, tel que je peux écrire U fois qui A plus V fois qui B est égal à 1. Donc là, je viens d'utiliser Bézout. Très bien. Et maintenant,
Et bien maintenant, je vais essayer d'utiliser l'égalité qui est ici. Et donc pour l'utiliser convenablement, ce que je vais faire, c'est que dans mes polynômes obtenus, je peux évaluer en une matrice. Alors bon, là on a un peu le choix. Vous pourriez me dire, je vais évaluer en M et voir un petit peu ce qui se passe en multipliant par A et par B. Sauf que qui a de M et qui a de B, vous avez peut-être pas beaucoup de contrôle là-dessus. Donc ce qui semble être une meilleure idée, c'est de remplacer plutôt, enfin prendre une matrice qui est soit A, soit B, et remplacer dans notre polynôme, dans notre expression polynomiale là-bas. Bon bah j'ai le choix, ça peut être A ou B, peu importe ce qui va s'en suivre. Donc je vais dire plutôt B, on va dire B. Donc si je considère l'évaluation en B, eh bien ça va impliquer en effet que U, U de B fois qui A de B, plus V de B qui B de B, eh bien ça doit être égal à identité. Voilà l'évaluation matricielle de mon expression polynomiale en la matrice B. Et puis là, tout de suite, réflexe, vous voyez qui B de B, et donc par le théorème de Cayley-Hamilton, vous pouvez conclure que ce truc-là vaut 0. Nickel. Donc vous vous retrouvez avec UB qui A de B qui est égal à identité. Et c'est là où le petit trick va apparaître. Je vais multiplier par M. Pourquoi je vais multiplier par M? Parce que si je multiplie par M, je sais que BM, c'est la même chose que M fois A. Autrement dit, par cette égalité satisfaite, je vais pouvoir changer d'une certaine manière les matrices B qui apparaissent dans mon expression en la matrice A. Sauf que qui a de A, ça doit donner aussi 0. Du coup, on va se retrouver avec la matrice M qui doit être nulle. Et ça, ça va amener à une contradiction puisqu'on a supposé que M est non nul. Bon voilà, je vous ai divulgaché la suite du raisonnement, j'y vais donc. Je multiplie donc par M, qui A de B fois M, ça fait M. On se retrouve avec ça. Et puis une fois que j'ai ça, là, il y a un tout petit truc qu'il faut vérifier, qu'il faut démontrer. Je vais peut-être effacer l'indication, puisque maintenant on n'en a plus besoin. Il y a un tout petit truc à démontrer à part, mais c'est pas difficile à faire, c'est de démontrer que pour n'importe quel polynôme dans C crochet X, à condition qu'on ait deux, bien sûr. Donc, à partir du moment où on a deux, on peut démontrer que PA, M fois PA est égal à P de B fois M. Voilà. Et c'est pas très difficile, il suffit de démontrer par récurrence que A puissance K, M fois A puissance K est égal à B puissance K fois M par récurrence. Puis après, on utilise la linéarité de la multiplication. Voilà, juste pour le dire. Mais je vous laisse le soin d'écrire les détails au besoin. Et maintenant que j'ai dit ça, cette expression, vous pouvez la changer. Ça va me donner M fois U de A fois qui A de A, qui doit être égal à M. Sauf que voilà, encore une fois, Cayley-Hamilton, ça c'est égal à 0. Et donc, on se retrouve avec M égale 0. Contradiction. Puisqu'on avait supposé que M était non nul. Enfin, qu'il existait bien un M non nul qui vérifie l'égalité là-bas. Et donc, voilà, on peut maintenant remonter le fil. On vient de démontrer que qui A PGCD avec qui B ne peut pas être égal à 1. Et donc, on a vu que ça équivalait à dire que A et B ont une valeur propre commune. C'est QFD. Et ceci donc conclut la résolution. Donc voilà, c'est un très joli exercice. J'espère que vous avez pu le constater pour tous les outils que nous avons pu et dû employer. Donc déjà, je trouve assez joli le fait que pour démontrer que 1 implique 2, on soit d'une certaine manière obligé de donner un exemple plus ou moins explicite. Bon, c'est pas totalement explicite, mais en tout cas, c'est une preuve constructiviste. On dit, constructiviste. Pas totalement, parce que c'est vrai qu'on dit il existe un vecteur propre, etc. Bon, bref.
Mais enfin, mis à part cette histoire de vecteur propre, c'est quand même assez constructiviste au sens où on doit expliciter une matrice M qui permet de satisfaire à cette égalité. Donc déjà ça c'est assez joli et ce qui est assez astucieux c'est de penser à la transposée de A parce que grâce à ça on peut vraiment se ramener à un calcul qui correspond bien à A fois un vecteur puis B fois un autre vecteur. Et grâce à ça, bah, faisant des petites manipulations sur les matrices, on arrive à trouver une matrice M qui, plus ou moins, coule de source à amener et bah, vérifier ensuite que cette matrice M correspond bien à nos attentes. Et dans l'autre sens, bah, je trouve assez joli le fait qu'on doit utiliser cette propriété arithmétique. Donc jouer sur le fait que deux matrices ont une valeur propre commune si et seulement si les polynômes qui sont en jeu ont un PGCD qui n'est pas égal à 1. Et donc je le répète, cette propriété-là, c'est pas une équivalence si on n'était pas dans le corps des complexes. C'est important de savoir que les polynômes sont scindés, parce que si j'avais les polynômes réels, rien ne m'empêche d'avoir un PGCD qui n'est pas égal à 1. Donc là, en l'occurrence, pensons au réel et pensons par exemple au fait qu'on pouvait avoir un facteur commun comme étant x carré plus 1. Et donc avec ce x carré plus 1, bah, rien ne me dit qu'il existe une racine commune. Au contraire, là, il ne va pas exister de racine commune aux deux polynômes qui sont en jeu. Et donc, a priori, rien ne me dit qu'il va exister une valeur propre commune dans les réels. Voilà. Là, vraiment, le point important pour avoir cette équivalence, c'est aussi le fait que les polynômes sont tous scindés dans C. Et grâce à ça, bah, voilà, on peut exploiter cette propriété arithmétique sur les polynômes et à partir de ça, bah, amener à juste du calcul arithmétique, donc utiliser Bézout, évaluer mes polynômes en la bonne matrice, soit A, soit B. Hein. Je pense que cela nous tend les bras puisqu'on veut faire en sorte qu'il y a des termes dans notre égalité qui s'annulent un peu. Donc le fait d'évaluer en B ou en A va nous permettre de simplifier un peu les choses. Et après, en multipliant par M du bon côté, on utilise l'égalité ici pour changer toutes les matrices B qui apparaissent en matrice A, ou inversement, toutes les matrices A en matrice B, et à la fin arriver à la conclusion que la matrice M qu'on a ici doit être nulle. Or, bah, on avait supposé qu'elle était non nulle. Donc vraiment, je trouve ça très joli, cette résolution, et bah, c'est pour ça aussi que je voulais la proposer sur la chaîne, des suites de la résolution qu'on avait pu faire ensemble avec Sébastien. Et donc voilà, bah, écoutez, je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. On va s'arrêter là-dessus. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Et également si vous avez d'autres résolutions possibles pour cet exercice, ça fera toujours plaisir de discuter maths avec vous. N'oubliez pas de laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!